C'est parti. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Oui, Vous allez bien? très bien. Bon, merci de nous rejoindre dans la librairie Présence africaine. Oui, je suis ravie C'est un lieu que vous connaissez bien, j'imagine. et que j'adore. Ça fait longtemps que vous le fréquentez. Depuis 1998. Est-ce que vous avez un souvenir précis dans cette librairie, quelque chose qui vous a marqué? Bon, la première fois que je suis venue, c'était en, je crois, 1996-97. Ouais. Et ce qui m'avait frappé, d'abord d'une manière négative, c'est que j'ai habité à Paris pendant une dizaine d'années et je n'étais jamais venue à Présence africaine. Vous êtes resté 10 ans sans connaître le lieu. Je connaissais de nom, Ouais. je connaissais Présence africaine, mais à l'époque, d'abord, je n'écrivais pas. Et à l'époque, de l'autre côté, j'étais dans un autre monde. Parce que j'ai habité rue des Grands Augustins, les quais des Grands Augustins, la rue Christine, rue Saint-André-des-Arts, rue de Seine. J'étais plus tournée rue de l'Ancienne Comédie, boulevard Saint-Germain. C'est vers l'Assemblée, plus vers l'Assemblée nationale. Remonter la Rumerie, les Deux Magots, les drugstores qu'il y avait à l'époque, l'Odéon. J'étais plus tournée de l'autre côté que Que de ce côté-ci. que de ce côté-ci. Et puis j'étais dans d'autres trucs, parce que c'était les années 70, c'était la période, c'était la guerre du Vietnam, c'était le mouvement hippie, etc. Pas qu'on ne soit pas dans le livre et la littérature, mais on avait d'autres lectures. On était plus branchés, Sri Aurobindo, on était plus dans des pensées philosophiques indiennes, asiatiques. On était dans d'autres philosophies parce que c'est la période hippie. On était plus tourné vers le Népal, Katmandou, parce que les Beatles y étaient. On était plus tourné vers Jimi Hendrix, Cannot Heat, Frank Zappa, les 10 Years After, Jefferson Airplane. Ouais, magnifique, Jefferson Airplane. Ouais. Donc c'était un autre. J'étais dans un autre monde, plus proche, très Saint-Germain-des-Prés, mais pas jusqu'au faubourg Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait, disons, Café de Flore de Magot, rue de Seine. Pas rue de Seine, la frontière de l'ENA, Drugstore Saint-Germain, rue de Rennes à peine. Parce que Montparnasse, c'était déjà le village. Hein. Il n'y avait même pas la tour à l'époque. C'est après, quand on y était, qu'on a construit la tour Montparnasse. Vous parlez des Deux Magots, tout ça, qui est quand même un haut lieu comme ça de la littérature. Est-ce que déjà vous aviez envie d'écrire? Parce que vous dites que je n'écrivais pas encore à cette époque. Est-ce que ce milieu littéraire vous a inspiré, non? Non, pas du tout. Parce qu'avant de venir vivre en France, je vivais en Belgique. Et déjà en Belgique, où c'était posé pour moi la question identitaire par rapport à mes origines. Hein. Parce que la Belgique était le premier pays d'Occident où j'avais été. Et c'était mon premier contact avec l'Occident, avec toute l'histoire que j'avais derrière moi, parce que j'avais déjà 23 ans. Moi, je suis née pendant la période coloniale en 1947. Donc j'avais connu le matériel didactique de la période coloniale, qui était le matériel didactique de la France. Parce que les gens disent toujours mes ancêtres les Gaulois, mais ce n'était pas quelque chose qu'on nous a imposé. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas un matériel didactique pour les pays colonisés. Donc on prenait le matériel didactique de la France. Non, le didactique, c'est l'enseignement, c'est ça. C'est l'enseignement. Voilà, la pédagogie, tout ça. Voilà, oui. Donc, chaque fois, on dit les ancêtres de Gaulois. Je dis non, c'était un matériel didactique de la France qu'on utilisait pour les coloniser. Et donc, ça n'avait pas quelque chose de lourd, d'imposé. Parce que c'est ce que les gens de ma génération, mais qui étaient des Français, suivaient.
Donc c'était pas quelque chose d'imposé, c'était un matériel didactique. Et, et quand je suis venue en Belgique, j'avais quand même 23 ans, j'étais à l'université déjà au Sénégal avant de venir en Belgique. Donc j'avais quand même un parcours historique de la période coloniale à la décolonisation, au discours de Lumumba, au nom de Sékou Touré, le nom de Sékou Touré à De Gaulle, les pancartes du Sénégal, nous voulons l'indépendance, la réponse de Gaulle, vous la voulez, vous la prenez. Et le premier contact avec l'Occident, après les premières illusions, où je me disais que, compte tenu du fait que j'étais la seule femme dans ma famille à aller à l'école française, et non seulement française, mais coloniale, d'avoir été éduquée, il n'y avait pas de femme dans ma famille qui allait à l'école. Quand je suis arrivée en Belgique, ayant eu une éducation coloniale française, même si après j'ai eu les premiers Mamadou et Bineta réducteurs, qui m'avaient un peu choqué, ça n'a rien à voir avec les autres Mamadou et Bineta qui étaient beaucoup plus adaptés. C'est des livres d'enseignement, Mamadou et Bineta, oui, oui. Mais les premiers, il y a beaucoup de gens, oui, j'ai étudié Mamadou et Bineta, mais nous, de la période coloniale, les Mamadou et Bineta auxquels nous avons été éduqués, c'était pour remplacer exactement le programme de la France dans les colonies. Les premiers Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, c'était, peut-être c'était pas intentionnellement ou pas, mais c'était des textes réducteurs avec des illustrations réductrices pour des Noirs. Oui, des clichés, beaucoup de clichés. Que des clichés. Mais tellement réducteurs. Et peut-être qu'une forme d'aliénation naît déjà. Je pense qu'on était même moins aliénés pour moi qui était une indigène, parce que je n'étais pas originaire des 4 communes du Sénégal, parce qu'il y avait 4 communes françaises qui étaient Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque. Moi j'étais né hors de ces... Plutôt du côté de Thiès, non? Ou c'est moi qui me trompe? Non, je suis né déjà dans le Ciné-Salon. D'accord, Ciné-Salon. Et à l'époque, on était des indigènes. Mais on vivait dans nos environnements qui faisait que on avait déjà des ancêtres par rapport au baobab, l'environnement, le temps qu'il faisait, le soleil, etc. Donc, avoir des ancêtres en plus, ça ne faisait que en rajouter. À l'époque, pour nous, qui recevions cette éducation, non pas de la part d'enseignants français, comme ça se faisait à Saint-Louis, Gorée et Dakar, chez les indigènes, on avait formé les premiers instituteurs de la colonie. Et donc, il y avait une mutation. Parce que ça, c'est d'abord des Noirs qui nous parlaient d'autres ancêtres selon le matériel didactique qu'on avait. Mais on était dans le familier. Ça vous interrogeait pas, quoi? C'était... Ouais. Ça ne nous faisait pas mal. Nous qui croyons à des ancêtres aux yeux verts, bleus, rouges, jaunes, dans la forêt, etc. D'en ajouter des ancêtres blonds aux yeux bleus. Mais plus notre univers mystique, cosmogonique s'élargissait. Plus il y en avait des dieux, plus on en voulait. Alors du coup, comment, on a compris la Belgique, ensuite vous êtes venu étudier en France. D'où vous vient cette envie d'écrire? À quel moment vous décidez de prendre le stylo, la plume, la machine à écrire? Déjà la plume, en Belgique, quand je suis arrivée, le premier contact de l'Occident, c'était pratiquement... je peux être à l'aise ici, parce que les blancs aux yeux bleus font aussi partie de tous ces ancêtres que j'avais. Mais quand je suis arrivée, c'est là qu'on a commencé, au début, on vous aime, vous êtes belle, etc., à me dire, mais chez vous autres, je dis, qu'est-ce que ça... tous ces dieux blancs aux yeux verts, ou les dieux des forêts, etc., nos pangols, nos canaris sacrés, on avait plein de dieux. Mais tout d'un coup, on va me sortir de ce monde
mystique et cosmogonique dans lequel j'étais à l'aise. On vous en pensez pour une étrangère, alors que vous, au Et je contraire, me c'était familier. rappelle que la première fois que j'ai commencé à écrire, c'était en Belgique. Parce que c'est en ce moment-là, de chez vous autres, que j'ai commencé à me questionner. Chez vous autres, c'est qui? Je me rappelle même que j'avais écrit une trentaine, quarantaine ou cinquantaine de pages sur ce questionnement, mais qui m'a amené aussi au questionnement essentiel qui était la quête des origines. Alors, vous dites finalement, c'est un questionnement qui vous a posé. C'est pour répondre à une question que vous avez commencé à écrire. Je n'ai écrit que par rapport à des questionnements. Est-ce que l'écriture résout les questions ou elle est... Ah oui. Et je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à écrire le Baobab Fou, je me rappelle même que j'avais pris contact avec mes amis en Belgique à qui j'avais confié tous mes poèmes, mes écrits, mes idées, mes pensées. Parce que la période des années 70, les gens pensaient les hippies, ils fument la marijuana, c'est des gens qui planent, ils boivent du thé, s'habillent à l'indienne, rêvent d'aller à Katmandou. Mais on était très très cultivés. C'est un bouillon intellectuel, beaucoup. Oh là là, un bouillon intellectuel extraordinaire. Mais on pensait que nous, on était planés. Mais même Jimi Hendrix, même les Beatles, tout ça, c'était plein de messages, de Frank Zappa, ou de 10 Years After, ou de Jefferson Airplane, c'était les Canned Heat. C'était un truc mondial, une révolution mondiale. Mais on dit, oh les hippies... ils passent leur temps à fumer, mais on avait une culture où se posaient des questionnements. Parce que les premiers hippies, c'était des enfants nés de milieux bourgeois aisés qui remettaient en question cette forme de catégorisation, de hiérarchisation sociale, les bourgeois bien, qui ont les moyens. Et ce sont leurs enfants qui étaient les premiers déjà. Donc moi... africaines dans leur milieu, il n'y en avait pas beaucoup, je pouvais même dire à l'époque à Bruxelles j'étais la seule. Leurs questions, je me suis approprié les questions, mais moi par rapport à mes origines, parce que mes copains hippies ne me posaient pas de questions sur mes origines, mais quand dans la rue ou dans certains milieux en Belgique on me disait chez vous autres, chez vous, mais chez vous c'est pas pareil, chez vous, que ce chez vous. Moi, je croyais que j'étais chez moi partout. Parce que je pouvais m'approprier partout. Même des blonds aux yeux bleus, comme ancêtres. Et dans ma tête, se poser ce questionnement. Je me rappelle quand même mes amis, mais Marie, tout, qu'est-ce que tu as? J'ai dit oui, mais mes origines. En fait, c'est quoi les origines? Alors que eux, c'était politique, c'était socio-économique, c'était classification sociale, c'était... Et moi, j'avais le problème des origines. Et c'est là que... je me suis rendu compte que mes origines, donc ce questionnement m'a amené à l'écriture parce que je ne pouvais pas le dire dans un environnement où cette question ne se posait pas, où je ne pouvais pas faire le débat. Et donc, je me suis dit, par l'écriture, je pouvais entretenir, je pouvais parler... Ce débat avec vous-même finalement. Avec moi-même. Et donc, c'est comme ça que je suis venue à l'écriture. Alors on pourrait continuer, mais comme on est en même temps en direct sur Instagram et il y a quelques messages qui nous arrivent, il y a plein de gens, on les salue tous, tout ça. Il y a Ebara qui dit j'ai lu Riwan, c'était trop bien. Alors Riwan ou le chemin des sables, c'est celui-là. Cool. Alors on l'a dit tout à l'heure, dire que finalement c'est des questionnements qui vous ont amené à écrire. Quelle est la question qui était à l'origine de Riwan? Est-ce que il y a vous avez écrit ce livre? Pourquoi vous avez écrit ce livre tout simplement? Bon, Riwan fait partie d'une trilogie. Oui. Le premier livre que j'ai écrit, c'est le Baobab Fou. Bien sûr. Parce que déjà, le Baobab Fou parle de mon séjour en Belgique, parle d'une histoire de mon enfance jusqu'à quand je suis arrivée en Belgique, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure par rapport aux ancêtres, etc., etc. Tout ça, ça se passe dans Riwan. Et de mon enfance et comment j'ai moi-même choisi de m'aliéner, aussi bien par l'histoire... une histoire personnelle, familiale, par rapport au matériel didactique dont on parlait tout à l'heure, le matériel didactique colonial, français, qu'on enseignait aux gens en France,
Et jusqu'à Mamadou et Binata, les premiers Mamadou et Binata, complètement réducteurs, ils étaient obligés de changer. Donc je raconte ça ici. Donc on peut dire que le Baobafou, c'est la quête identitaire par rapport aux origines. D'accord. Et ensuite, après ça, quand je me suis réconciliée, que j'ai trouvé mes origines, parce que de la Belgique, je suis retournée en Afrique, et que de là, je me suis lâchée dans l'Afrique, je me suis abandonnée à l'Afrique, et qui m'a récupérée. Il dit voilà, voilà ta position, tu viens de là, tu vas là, tu viens d'ici, ceci, cela. Je t'ai réconforté, équilibré. Vous étiez fonctionnaire international, on est bien d'accord, c'est ça, non? Dans cette époque-là? Ah non, 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 non. Vous travaillez sur les questions de genre, non, dans les organisations? Non, pas du tout. D'accord. Et je suis revenue, je suis venue maintenant en France, le colonisateur français, mais je suis venue par amour parce que j'étais dans une relation avec un Français, une relation amoureuse, et que je suis venue en France. Et là, comme moi, j'avais plus de problèmes par rapport aux origines, que j'étais noire, j'avais déjà balayé ça, que je suis noire, mais c'était accessoire, quoi. Qu'il y avait autre chose que... Parce que j'allais pas me figer, je suis noire, mais j'ai même pas besoin de le dire, tout le monde le voit. Donc j'avais déjà résolu ce problème de l'identité par rapport aux origines. Et dans cette histoire d'amour avec un Français, un Parisien, etc., quand je suis venue en France, c'est là que brusquement, j'ai découvert que j'étais une femme. Parce que lui, il me considérait une femme et qu'il me possédait. Et que donc ce second livre n'est pas ici. Ça a été édité aux éditions L'Harmattan. À l'époque, il y avait un Zaïrois. À l'époque, on disait Zaïrois, qui s'appelait Pis Ngandun Skachama. Qui était après aux États-Unis, un grand professeur, un grand intellectuel africain originaire du Zaïre de l'époque, qui m'a dit ah non, 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 je veux ce manuscrit, parce qu'il travaillait aux éditions L'Harmattan et qui a sorti Cendré Braise. Donc Cendré Braise est la quête identitaire par rapport à la condition d'être une femme, qu'un homme possédait, qu'un homme tu es à moi. En plus, dans la luxure, parce que c'est de la petite bourgeoisie du faubourg Saint-Germain. Quand je suis arrivée à Paris, avant même d'aller dans le faubourg, j'étais rue des Grands Augustins, quai des Grands Augustins, rue Christine, l'ancienne Comédie, aller déjeuner au Procop, qui était une brasserie presque banale à l'époque, rue de Seine, etc. Donc je plongeais là-dedans. Mais après, il m'a fait déménager de l'autre côté vers la rue du Cherche-Midi, rue du Vieux-Colombier, Dragon, rue de Sèvres. Donc je rentrais dans un autre quartier de Paris. Et puis, mais la possessivité, tu es à moi, etc. C'est ça qui m'a amené à cette identité par rapport à la condition d'être une femme. Moi, je croyais que être bien habillée, porter des manteaux de fourrure, moi je trouvais ça normal. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais objetisée. C'est une sorte d'asservissement, Oui, avec mon berger de brie de 63 kilos, que je promenais place Saint-Sulpice. C'est un chien, le berger de brie. Oh là là, j'adorais. Oh, il était adorable, il s'appelait Carlo, rêve. Et donc, c'est ce point qui manque, qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre comment je saute du Baobafou, arrive à un livre. Parce que cette possessivité dans ma condition de femme était accompagnée de violence psychologique, physique, tabassée. Tu ne dois pas sortir là, tu ne dois pas te coiffer là, tu ne dois pas dire bonjour aux noirs dans la rue. Où est-ce que tu étais? Avec qui tu étais? Avec qui tu as parlé? Tu sens quoi? Tu étais où? Et je me rappelle à l'époque, j'avais une copine sénégalaise qui habitait
la porte d'Italie ou je sais pas. Mais pour moi, c'était la C'est campagne. en Italie. Alors, j'allais chez elle pour manger des plats du Sénégal avec des poissons séchés, les yettes, les trucs. Alors que moi, je devais prendre mon petit déjeuner, c'est une omelette aux truffes avec une coupe de champagne et tout. Les dîners, c'était à la tour d'argent et tout. Non, mais alors Mais là, non, mais c'est intéressant ce que vous dites finalement, parce que vous parlez quand même voilà, vous avez dit j'étais la possession d'un homme, c'est-à-dire que même dans la richesse et dans le milieu bourgeois, voilà, il y avait cet asservissement de la femme, ah non, c'est dans le milieu c'est bourgeois. encore pire quoi, voilà, oui. C'est pire. Voilà, c'est souvent on monte certains milieux, donc on parle de Non, féminisme. moi je l'ai de combat. vécu, hein. Ouais. Et quand je revenais, tu étais où je suis partie chez Kiné. Une copine qui est en vie, qui certainement quand elle va voir ça sur les réseaux sociaux. Et quand je quittais chez elle, je dis t'as du parfum, passe-moi du. Et je partais avec les chiens là-bas. Et pour dire comment le bourgeois, il a cette capacité de te posséder, de te. Et alors là, c'était des claques, des coups de machin, des humiliations, et j'en porte les séquelles. Jusqu'à aujourd'hui, au niveau de la dentition, j'ai des cicatrices ici, mais Covid-19, Corona oblige, on ne peut pas tout montrer. Et c'est de là que je me suis dit, mais être une femme, ça, supposer tout cela, des humiliations, et je vous assure, si vous lisez Cendre et Braise, le livre qui manque, Cendre et Braise, tout à fait. Il a appelé la police un jour d'une bagarre. La police est venue m'embarquer rue du Cherche-Midi, juste en face de Poilane. Le pauvre, il est décédé, Lionel Poilane, parce que je connaissais tout le monde. Il est décédé dans un accident, je crois, d'hélicoptère, quelque part en Une Bretagne. boulangerie. Il n'y avait pas que Rabanne, il y avait le petit Bacchus, il y avait la boucherie Mère Grande, tout le monde me connaissait. Et il m'a fait embarquer par la police qui m'amène à le commissariat de Saint-Sulpice. Et du commissariat, ils sont allés m'enfermer à l'hôpital Sainte-Anne. Et c'est de l'hôpital Sainte-Anne que je suis retournée en Afrique. Donc sur ma valise, je me rappelle les valises en coffret. J'avais pas les valises Ouya qu'on vend aujourd'hui, les Denzel, Samsonite. Ça c'était des valises de chez les tapissiers, avec des cuivres, trucs comme ça. Je suis partie avec cette valises. Et quand j'ai quitté Sainte-Anne, c'était marqué police. Et je me rappelle mes amies parisiennes, oh là là, quelle m'excuse, j'ai oublié leur nom là, mais c'est dans le livre, qui sont venus me chercher à l'hôpital Sainte-Anne. Ils ont pris un billet pour que je rentre en Afrique, mais avec des cicatrices, des douleurs, parce qu'ils m'avaient cassé une dent, ils m'ont cassé leur bouche. Et quand je suis arrivée, j'étais arrivée en loc, parce que j'ai quitté un hôpital psychiatrique. Bien sûr. Torturée, Des médicaments, violentée par un homme. Et quand j'arrive en Afrique, on dit, elle vient de France, mais comment elle est revenue? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont rejetée. Et j'étais à la rue. Alors justement, vous me... Non, pas une transition, mais moi, parce que c'est très important ce que vous dites. Et je ne sais pas si c'est une jeune femme, alors je suis en train de noter, je regarde en même temps, mais il y a une jeune femme qui m'a dit, qui a écrit sur la page Instagram, qui était très marquée justement de votre expérience de sans domicile fixe. Donc c'était au Sénégal, c'est ça? Donc c'est quand donc j'ai quitté. C'est la suite, voilà. Quelqu'un qui prenait son petit déjeuner, omelette aux truffes, coupe de champagne, etc. s'est retrouvé tout d'un coup de l'hôpital Sainte-Anne. C'est Christelle qui s'appelle. Je rentre en Afrique. Donc je vais chez un frère et la famille m'a rejeté. Parce qu'on dit quelqu'un qui vient de France, il doit ramener des cadeaux, il doit être beau, il doit avoir de l'argent. Alors que moi je suis revenue psychologiquement démolie, physiquement démolie, violentée. Mais il faut lire, Ewan. Vous n'allez pas... Cendre et Braise. Oui. Vous n'allez pas le terminer, vous allez le jeter. Parce que vous avez dit, avec toutes ces violences, mais il faut se casser. Pourquoi elle reste encore? Certains ont dit, mais parce qu'elle avait dans le luxe. Mais dans le luxe, quand on a l'œil au bord noir, la dent cassée, les joues, la lèvre en sang, on ne peut plus profiter de ce luxe, etc. Et j'arrive en cherchant une épaule. Et là, on dit,
elles viennent, parce que l'idée qu'on se faisait de quelqu'un qui est en France, quand il revient, doit montrer que... Alors que moi, je suis arrivée en lambeau. Et là, On vous a rejeté. on m'a rejetée et je me suis retrouvée à la rue. Et la rue, c'est difficile pour une femme. J'avais 33 ans. Ouais. J'étais à la rue. Et la rue, pour une femme, C'était à Dakar même? à Dakar même. Une femme seule dans la rue, le seul habit que tu portes, c'est ça que tu as. Tu sais pas où tu vas dormir, tout est dans des incertitudes. T'imagines quand tu as les règles, comment tu vas gérer les règles. Pas de serviette, pas de... Pas de serviette. Et la place de l'indépendance au Sénégal, j'aimais rester là-bas parce qu'il y avait de la lumière, donc pour ma sécurité. Mais heureusement, il y avait un petit robinet. Et où je pouvais aller quand même me nettoyer un peu. Et en face, il y avait le café Le Rond-Point, qu'on retrouve dans tous mes livres. Parce que ce café de Rond-Point, je pense que les nouveaux gérants même ne savent pas. Quand je suis rentrée, les serveurs sénégalais, de sortir. Et la dame qui gérait ça a dit non de la laisser. Et j'ai dit, je peux aller aux toilettes. Et je prenais donc tous les papiers des toilettes pour... et je me lavais, et je sortais, et puis elle me dit, vous voulez prendre quelque chose Et d'ailleurs, quand un de mes amis qui travaillait au café du Rond-Point, grâce à qui j'écris, m'a dit, tout ce que tu me racontes là, qui s'appelle Abdou Salam Khan, il faut l'écrire. Il travaillait à l'époque à l'UNICEF. D'accord. Et ce jour-là, il m'a donné un billet de 1000 francs CFA, à peu près 1,50 €. Je suis sortie de son bureau, je suis allée en face, j'ai acheté un cahier et un bic. Il me restait un peu de monnaie. Et je reviens au café de Rond-Point parce que cette dame acceptait que j'utilise ses toilettes. Et quand je suis rentrée, bon, comme les serveurs qui ne m'aimaient pas, les Sénégalais, je suis rentrée, le cahier que j'ai acheté dans une boutique qui est toujours à Dakar, parce que la chaîne Voyage avait fait une émission sur Dakar. Et j'étais dans cette émission, je leur montrais Dakar jusqu'au café du Rond-Point. Mais là, j'avais déjà écrit, Ken Bougoul était connue. Oui, on la connaît, elle venait s'asseoir là. C'était avant, c'était après. Et quand je suis venue, j'ai pris mon cahier, je suis allée dans ce café, j'ai posé mon cahier et mon bic. Et donc ça, qu'est-ce que j'ai écrit d'abord? Les êtres écrasés se remémorent. Les êtres écrasés se Avec remémorent. mon petit cahier acheté dans la boutique et mon petit bic. Hein? Et c'est comme ça. Et vous avez commencé, alors là, le Dans baobab le fou. café. Le baobab, c'était le baobab fou ou... Le baobab fou. Voilà. Et le baobab fou, il y avait aussi Cendre et Braise. C'était les deux, voilà, d'accord. C'était 700 pages. J'avais écrit 700 pages à la main. Et un jour, j'ai pris 200 pages. J'ai donné ça à Ousmane William Mbaye, qui est un cinéaste qui a fait Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, etc. Je lui ai dit, est-ce que tu peux donner ça, ces 200, à ta mère, Annette Mbaye d'Erneville, pour qu'elle lise ça, comme ma mère ne sait pas lire. Et cette dame, Annette Mbaye d'Erneville, qui est encore en vie, qui a 94 ans, l'a lu, ce que j'avais envoyé, l'a envoyé dans une maison d'édition. C'était scandaleux, mais il faut le sortir. Et Mariam Abba était encore en vie, une si longue lettre. Bien sûr. Ça doit sortir. Et c'est comme ça que les nouvelles éditions africaines, de ces 200 pages extirpées de mon manuscrit de 700 pages, on a sorti le baobab fou. Et c'est son succès qui m'a dépassé, qui a fait que je n'osais même plus continuer à mettre propre ce qui restait du manuscrit qui allait jusqu'à Cendre et Braise. C'est comme ça que Ken Bougoul est né? Et c'est comme ça que Ken Bougoul est né. Alors moi je parle de vous comme parce que on vous connaît très bien, vous êtes très connu, c'est pour ça que je n'ai pas rappelé Ken Bougoul, ça signifie en Wolof celle qu'on ne veut pas. Oui, mais c'est que l'héroïne dans le livre s'appelle Ken Bougoul. Voilà, c'est d'accord. Au départ, l'héroïne s'appelle Ken Bougoul. Et quand les nouvelles éditions africaines voulaient sortir le baobab fou à l'époque, quand ils ont lu, oh là là, que c'est scandaleux, on va pas mettre son nom. J'ai dit, mais moi je m'appelle Marié Toumbaye.
Si j'ai écrit quelque chose, c'est que je l'assume. Ah, vous risquez de ne pas trouver de mari ni de travail. J'ai dit, mari, j'en veux pas. Travail, oui. Il dit, mais trouvez quelque chose. Hein? Là, on vous a demandé de trouver un pseudo, en fait. J'ai dit, bon, regardez, l'héroïne, le personnage s'appelle Ken Bougoul. Mais prenez Ken Bougoul, qui est dans le livre, et ils ont pris Ken Bougoul. Et c'est comme ça que je suis devenue Ken Bougoul. Mais, après le Baobafou, Riwan, Sandré Braise et Riwan, j'ai sorti La folie et la mort. Et ça, vous liez tous vos romans entre eux. C'est-à-dire pour vous, vos romans, ou on appelle ça peut-être autofiction aujourd'hui? Non, ça c'était de l'autofiction avant qu'on en parle. Oui. Mais on n'en parlait pas du tout. C'était précurseur. C'était précurseur. C'est avant que ça existe. Et maintenant, un écrivain qui s'appelle... c'est Boubacar Boris Diop. Il est toujours en vie. Bien sûr. Il peut regarder. Peut-être Saint-Louis d'ailleurs, normalement. Et qui me dit, tu n'écris plus? Je dis, moi je ne suis pas un écrivain. J'avais des choses à évacuer. Je les ai évacuées. Ça va. Parce que de Sandré Braise, d'être rejeté, je suis retournée aux origines absolues. Dans mon village, j'ai rencontré le Serigne. Moi que tout le monde avait rejeté, et il y avait cette tradition chez les Serignes, toutes les personnes rejetées, les veuves, les femmes dont on disait que c'était des sorcières, etc., que la société rejetait, ils les prenaient sous leur protection. Mais eux, ils n'avaient que 4 femmes légitimes. Tout le reste, on dit 28 épouses, 28, mais non, 4 femmes légitimes, j'ai bien expliqué ça. Tout le reste, tout ce qui était rejeté, parce que compte tenu de leur notoriété, s'ils prennent quelqu'un, on dit, mais comment le Serigne comment il... Mais c'est rejeté, ces gens dont personne ne veut, mais leur mettant sous leur protection, pas forcément qu'elle loge avec elle, mais déclarer solennellement que désormais, elles font partie de moi. Ce sont mes taras, en Wolof on dit taras. Et là, ça fait une réhabilitation. Mais ça, chaque fois on dit 28e épouse. Je dis, mais le Serigne là, il n'avait que 4 épouses. Hein. Oui, parce que souvent on parle de celibat pour parler aussi de la polygamie. Et là, c'était la polygamie. Mais moi, c'est 4 épouses légitimes qu'on ne choisit pas. Parce qu'un Serigne, c'est pas n'importe qui aussi. C'est pas le Sénégalais lambda. Hein. C'est une dynastie. C'est des gens, des règles, des ceci, comme toutes les dynasties, même en Europe. Hein. Ces 4 femmes légitimes avec qui il faisait des enfants étaient sélectionnées. Première épouse, famille paternelle. Deuxième épouse, famille maternelle. Troisième épouse, une famille d'érudits, de grands érudits. Quatrième épouse, d'une famille royale. C'est une sorte de parce que leurs enfants ne provenaient que de... On dit il a 28, c'est pas 28, c'est 4 épouses plus des femmes veuves, rejetées, sorcières, machin, infertilité. Parce qu'on se marie, on ne fait pas des enfants, 5 ans, 10 ans. Elle ne fait pas d'enfants, ça ne sert à rien, etc. Les gens ne se rendaient pas compte que ces gens s'étaient rejetés dans les sociétés africaines. Hein. Et il n'a fait des enfants qu'avec ses femmes et il n'en a eu que 6. Parce que c'est très sélectif. Parce que pour préparer la suite, l'avenir, l'héritage, la transmission. Tout le reste n'était seulement que sous sa protection. Alors je dois vous dire qu'on a plein de messages pour beaucoup de gens. Hein. Votre parcours est inspirant. Voilà, je pense qu'ils sont épatés hein, par votre parcours. Et il y a le royaume de Sira qui demande si vous revenez de loin. Comment avez-vous fait pour vous relever? Alors c'est vrai qu'on venait d'expliquer un peu votre parcours difficile. Est-ce que l'écriture vous appelle vous relever? Est-ce que c'est ça? D'où vous tirez cette force en tout cas? Bon, la force, je l'ai tirée parce que j'ai été séparée de ma mère quand j'avais 5 ans. J'étais née d'un père qui avait 85 ans à ma naissance. Quand j'avais 5 ans, il en avait 90 et il était aveugle. Et j'étais la Benjamin, la dernière. Mes frères et mes sœurs étaient partis. J'avais ni petit frère ni petite sœur. Je suis avec un vieillard de 90 ans qui a perdu la vie, dont je devais m'occuper.
Donc ça m'a responsabilisé de m'occuper de mon père. Je l'appelais grand-père. Ça m'a tout de suite responsabilisé. La séparation d'avec ma mère avec une souffrance énorme que je traîne encore aujourd'hui ici, au lieu de m'abattre, bien sûr j'en souffre encore, mais il y avait quelque part une volonté de m'en sortir. Moi je ne suis pas allée à l'école, ce n'est pas des parents qui m'ont amené gaiement à l'école, c'est moi-même, j'ai vu une salle de classe dans mon village parce que j'étais dans la zone indigène où il n'y avait pas d'école comme dans les 4 communes françaises de l'époque coloniale, Saint-Louis, Gorée, Daouka, Rufisque. Moi, je suis une indigène. J'ai vu une salle de classe, il y avait des gens qui allaient, curieuses comme j'étais. Comme mon père aveugle, il a 90 ans, il ne peut pas me surveiller. Ma mère est partie, mes frères et sœurs grands étaient partis. J'ai gambadé et j'étais auditrice libre avant qu'on ne me fasse des papiers. C'est pour ça qu'on voit sur mon bulletin de naissance, on dit né en 1948, alors que j'étais né pendant la grève des cheminots. Il y a les bouts de bois de Dieu de Saint-Ben-Ousmane, il y a les remparts de la mémoire de notre regretté Amidou Dia. C'est cette fameuse grève de 6 mois des chemins de fer pendant la période coloniale qui a duré du mois d'octobre jusqu'en février-mars de l'année suivante. Donc on m'a fait déclarer, on m'a fait un jugement pour que je puisse continuer à aller à l'école, faire l'entrée en 6e de CEP, etc., etc. Mais je pense que la séparation, cette souffrance d'être seule, d'avoir ni petit frère ni petite soeur, mais d'avoir ce vieillard qui était aussi mon père et qui était aveugle, dont je devais m'occuper, tout de suite m'a forgé dans une détermination que je dois m'occuper de lui. J'étais responsabilisée. Si je suis responsable pour un vieillard de 90 ans qui était mon père, est-ce que je ne pourrais pas l'être pour moi-même déjà? Parce que si je n'avais pas ce sentiment, cette détermination avec moi-même, j'aurais pas pu aider quelqu'un d'autre. Donc c'est cette rage. Et puis en plus, je devais m'en sortir. C'est comme si je n'avais pas le choix. Je pas un papa, gna gna gna, viens, je t'amène, tu veux quoi chérie? Je vais pas hésiter. J'ai pas une mère qui me dit, tu veux manger quoi? Abandonné à moi-même. Mais je pense que s'il n'y avait pas la présence du père, dont j'étais responsable, j'aurais pas eu cette force. Et cette force, au fur et à mesure, je me le suis réappropriée pour moi-même. Et de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, et si je vis demain encore, ce sera toujours pareil. Je vais toujours me battre pour m'en sortir jusqu'à ma mort. Même quand la mort viendra me chercher, je vais dire, mets-toi là-bas, qu'on discute d'abord, parce qu'on ne prend pas comme ça la vie. Tellement je suis déterminée que je suis sûre que l'ange de la mort va aller dire au bon Dieu, je suis désolée, j'avais dit qu'elle devait partir aujourd'hui, mais j'ai rencontré une femme qui a une rage de vivre. Et que si elle a besoin de moi, elle va m'appeler. Et c'est ça qui revient à Ken Pougoul. Parce que quand on s'appelle Ken Pougoul, personne, même la mort, ne peut rien contre toi. Donc la mort, c'est elle-même, qu'on ne vient pas me chercher comme ça, à moins que j'ai envoyé un message au bon Dieu pour lui dire que là... Que vous allez être prête. Que je suis prête. Vous êtes loin d'être prête. Alors, je dois me faire l'écho de beaucoup d'internautes qui envoient des petits messages depuis l'Algérie. Apparemment, vous avez tout un fan club en Algérie. Mais moi, récemment, tout d'un coup, j'ai un fan de club d'Algérie. Je crois que j'en ai parlé vous savez pas d'où ça vient? Marie de Présence africaine. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup pareil, vous avez beaucoup de... Alors, on va rester un peu sur les femmes. Hein. Il y a je pense que c'est une jeune femme, alors vous m'excuserez, ça part vite. Si, c'est Blour du Cernam qui dit: que conseillez-vous pour les jeunes femmes africaines d'aujourd'hui, avec toutes les questions des traditions, des religions? Vous avez parlé de Riwan et de votre expérience avec le Sering. Ça reste une histoire traditionnelle aussi. Voilà, dans la tradition, vous n'êtes pas opposé à la tradition, au contraire. Qu'est-ce que vous conseillerez? Voilà, pour juste la question. Non, par rapport à la tradition, malheureusement, jusqu'à l'époque du Sering dans Riwan, d'abord de prendre sous sa protection les personnes rejetées comme si c'était une mission. Malheureusement, ça ne se fait plus aujourd'hui. Les nouveaux Sering, leurs descendants, vous épouser des belles femmes, décaper la peau, maquiller,
cheveux, machin. En plus, si elle a des sous, tant mieux, etc., etc. Mais, conseiller à des jeunes femmes, le problème, je n'aime pas m'identifier par rapport à la condition de femme. Je suis une femme, parce que c'est des... je ne veux pas utiliser ma condition de femme comme prétexte aussi bien à mes réussites qu'à mes échecs. Hein. Parce qu'on dit, ah, elle excelle dans ça. Ah oui, les femmes excellent dans ça. C'est pas une identité pour vous être femme. Ah, pas du tout. Balayer. Noir, c'est pas une identité. Être une femme, pas du tout. Donc je me présente, après avoir vécu avec le série, qui me dit, oh, t'es noir. Tout le monde le sait. Tout le monde le voit. T'es une femme. Ça se voit aussi. Ce qui est important, en dehors de la couleur de ta peau et de tes accessoires de femme, il y a quelque chose d'autre. Je dis, moi, je dis, ce soi-là, cet individu-là, c'est ça que tu travailles dessus. Et quand ça passe, que ça soit une noire ou que ça soit une femme, on dit, ah bon? Ah, c'est une noire, ah, c'est une femme. C'est l'individualité, ce qu'on est en dehors de la couleur de la peau et des attributs de femme, c'est ça qui est important. Il faut travailler sur ça, sur ce qu'on est soi-même, sans tenir compte ni de la couleur de sa peau, ni de ses attributs. Parce que c'est tellement facile. Oui, mais moi, on ne m'a pas embauché là-bas parce que je suis une femme. Oui, je n'ai pas pu faire ça parce que comme je suis une femme, il y a les... Non, c'est parce qu'on s'est présenté en femme. Mais moi, je ne me présente pas en femme. Je me présente en tant que Maritou Ken Boukoun. Après, on dit, ah, mais tiens, c'est une femme. Ah, tiens, ça, c'est des accessoires. Il faut se concentrer sur ce qu'on est. Sur ce qu'on est. En fonction de ses aspirations, de ses ambitions, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est ça, construire l'autonomie de l'individu, détaché de couleur de peau, de ceci, l'individu. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas des couleurs ou des attributs, c'est une personnalité, une individualité qui ne se présente pas mais qui s'impose. Mais qu'est-ce que vous pensez alors? Quel regard vous portez? Parce qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de débats comme ça sur la question du féminisme aussi, où il y a une espèce de renouveau féministe pour l'égalité homme-femme, qui est un combat, j'imagine, que vous considérez comme non, mais quel regard vous portez sur ces débats en cours dans les sociétés, que ce soit en France ou au Sénégal, avec les phénomènes MeToo, c'est quelque chose qui vous parle ou vous regardez ça un peu de Ah oui, je suis tout. Et je ne suis pas à contre-courant. Parce que peut-être qu'on n'a pas eu les mêmes parcours. Chacune a son parcours. Tous ces phénomènes concernent un certain groupe d'individus qui a eu à se confronter à des situations comme ça. Mais ça ne veut pas dire que d'autres femmes... toutes les femmes n'ont pas connu ça. Moi, je n'ai pas connu de MeToo. Parce que moi, personne ne m'a dragué. Je suis sûre qu'il y a même des hommes qui vont porter plainte contre moi. Parce que je les ai agressés. Parce que je les voulais. Je les ai tirés par là. Je te veux. Et quand je veux plus que toi, je te jette comme un chiffon. Et je me casse. Donc, pour dire que tout ça, ça dépend de l'éducation, de l'évolution, de tas de circonstances, de fragilité, de choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on se retrouve dans ces situations-là. Moi, j'ai jamais été violée, j'ai jamais été... etc. Parce que j'ai pas eu de rapport homme-femme. J'ai jamais eu un homme, c'est un homme, je suis une femme. Moi, c'est ma pulsion. Je vois... Par rapport à votre expérience que vous disiez justement, où c'était difficile, voilà, vous êtes rendu, vous dites, je me suis rendu compte que j'étais femme avec cet homme-là qui m'a maltraité. Il faut oui, dire. Oui, mais ça m'a fait réfléchir sur la question de l'identité. Mais ça ne veut pas dire que je me suis... J'ai pris ça comme des accessoires. D'accord. Donc, c'est ça, le fait que j'ai balayé la couleur de la peau, balayé la condition de la femme, pas entièrement, que c'est des accessoires que je peux utiliser par intérêt, etc. Mais c'est l'individu. Si une pulsion me mène vers un homme ou une femme,
À un moment, j'ai dit... C'est pas je pardon. Je vous en prie. C'est avec plaisir. Et quand je ne veux pas, d'ailleurs, ben voilà, mes hommes à moi l'expliquent. C'est-à-dire, il faut lire mes hommes à moi pour dire que les hommes, je n'avais pas besoin qu'ils me séduisent. C'est moi qui les séduis. Ils tombent dans le panier. Je suis comme une araignée. Je les attire dans ma toile et je les croque. Vous êtes, j'allais dire dominatrice, c'est peut-être pas le mot. Non, la veuve noire. J'ai fait une émission avec M. Bouniel de la grande librairie. On était à Beyrouth. Il dit, Ken Bougou, je ne vais pas dire que vous êtes une veuve noire, vous êtes les veuves qui... Voilà. Je dis, non, ça me va aussi. C'est une façon de prendre le contrôle aussi, c'est ça parce que, voilà, j'avais le contrôle et tout homme qui m'a refusé ou qui a essayé de m'humilier ou qui a essayé de me rabaisser, dans mes hommes à moi, ils sont tous détruits. On va lire. C'est sorti, c'est récemment, c'est votre dernier ouvrage qui est sorti? Non, pas du tout. C'est pas le dernier, c'est celui-là le dernier. À présent, c'est celui-là. J'ai pas bien révisé. Il y avait un autre aller-retour. Donc ça, je pense que c'est passé dans une émission de la grande librairie qui a été filmée au Salon du Livre de Beyrouth, sur une superbe terrasse avec une vue sur Beyrouth, magnifique. Et c'est encore important pour vous, l'amour, la sexualité aujourd'hui? Vous parlez des hommes, parce que je sens que je peux me permettre une grande énergie. Mais peut-être entre-temps, avec l'âge, je me suis plus concentrée sur la spiritualité parce que j'avais une réserve spirituelle. Parce que mon père était un moqaddem, c'est-à-dire c'était un imam, c'était un grand érudit, très très connu, c'était un moqaddam de Seydi Hadj Malick, etc. J'ai baigné dans des atmosphères mystiques, liturgiques, je crois même, je ne sais plus dans quel livre où je parlais de... J'entendais toujours les louanges en Dieu, mais dans des sonorités. Pour moi, Dieu était sonore. Donc je croyais que c'était Dieu venait du son. Parce que toute petite, dans la maison de mon père qui était religieux, j'entendais tous ces trucs comme ça. Psalmodie, un peu, c'est ce qu'on appelle les psalmodies. Les psalmodies, donc ça faisait sonore. Et puis j'avais pas seulement un héritage par rapport à la famille ou ceci, cela. Je vous dis que la période hippie, c'était une période de culture. On lisait toute la littérature de l'Asie par rapport aux pensées philosophiques, bouddhistes, Lao Tzu, le zen. On était dans une autre mystique. Et je vous dis que quand les gens m'ont dit, chez vous autres, vous en Belgique, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rejet? Et en me remémorant, voilà, que c'est comme ça qu'on traitait les juifs. Et moi, que je veux être juif. Je crois que je l'ai écrit dans un des livres. Et je suis même allée dans une synagogue pour m'apprêter à être juive. Je voulais être juive. Et donc j'ai embrassé toutes les religions, toute cette mystique, toute cette sonorité. Jusqu'à aujourd'hui, je suis très très mystique, très religieuse, très... Mais je veux dire pas gnostique, mais vous faites un corpus personnel de tout ce qui vous inspire, que ce soit, j'imagine, l'islam, le bouddhisme ou... Ah oui, tout à fait. Et en prenant de l'âge, j'ai plus tendance à verser dans le spirituel. Et j'avais beaucoup lu Mouhidine Ibn Arabi, qu'un ami juif m'a fait connaître un livre qui s'appelait La profession de foi de Mouhidine Ibn Arabi, un grand soufi né au XIIe siècle, du temps des Averroès et tout ça, l'Espagne, l'Andalousie, et qui voyageait. Parce que les intellectuels, les spirituels, mais tant qu'on ne voyage pas, on est bloqué, on est dans des acquis, on se croit intéressant. Il faut bouger, il faut faire des rencontres, il faut découvrir d'autres pensées, d'autres gens. Et avec eux, avec la lecture, moi je me suis promenée et je sais que Mouhidine Ibn Arabi, depuis le 11e, 12e siècle, il est enterré à Damas, en Syrie. Donc quand on parle de la guerre en Syrie, moi, dans mon petit village au Sénégal, je dis, j'espère qu'il ne touche pas au mausolée de Mouhidine Ibn Arabi. Et je pense que cette spiritualité
m'a un peu mis de l'eau dans mon vin, Assagi, apaisé. apaisé, et que même mes aspirations ludiques, il faut que ça soit entouré de mysticisme pour que je puisse apprécier. Et puis un truc, je crois que je l'ai dit dans mes hommes à moi, j'ai un problème aussi avec les hommes. Autant je voulais les séduire, les casser, c'est parce que j'ai un problème d'inceste avec les hommes. Parce que mon père, quand j'avais 5 ans, il avait 90 ans. Il est devenu aveugle. Quand il me parlait, Marie, Vous vous touchez. donc, ce contact avec ce père, quand un homme me touche, moi je crois que c'est mon père. Mais quand il dit je veux coucher avec toi, je veux t'embrasser, ah non, 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 je ne veux pas. Et ça a même développé, je me suis rendu compte très vite que j'avais une frigidité dans la sexualité. Parce que bloqué par tout ce qui est homme, me ramener à mon père et ça devenait de l'inceste. Parce que la seule personne, le seul homme qui m'a touché, parce qu'il était aveugle. Tu es où? Viens. Et je vois quand je grandissais, je dis, mais touche, tu vois maintenant, je crois que je vais avoir des seins. Il a dit, ah c'est bien, tu vois? Oui, tu vois? Regarde ma mon nez est là. Et de parler à cet aveugle, quand un autre homme te touche, sans s'en rendre compte, Il y avait une confusion. une confusion, je C'était pas faisais. le même rap, moi. Et chaque fois, je dis aux garçons, bon, maintenant, ils ne veulent plus de moi parce que je suis vieille, que si vous voulez me draguer, calculez entre 6 mois et 1 an, pour me laisser le temps de sortir de ce contact avec mon père. Et j'ai très bien expliqué ça dans mes hommes à moi. Donc, je dis, l'homme qui est un frère, parce que moi, je suis la Benjamin de toute ma famille. J'ai une soeur de 105 ans qui est en vie, qui est au Sénégal. Hein. Je ne sais pas si elle écoute, elle va regarder les réseaux sociaux, ça m'étonnerait. Hein. Elle a envoyé la vidéo. Et malheureusement, elle ne pourra pas regarder. Le dernier frère, celui qui est venu, et que moi je suis la dernière de toute la famille. Juste avant vous alors. Avant moi. Voilà, ouais. Il est toujours en vie. Lui, il écoute, il regarde un peu les réseaux sociaux malgré son âge. Et lui, j'étais la dernière, mais il était né fragile. Et donc, quand moi je suis née, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai vu qu'il était fragile. Et j'ai commencé à le manipuler. Ah oui. Ah. Je le manipule. Jusqu'à aujourd'hui, il est marié, il est grand-père et tout. Chaque fois, j'ai dit, fais-moi ça. Fais ça. Et sa femme, dit, ah, je vais faire ça. Je dis non, asseyez-vous. Non, allez, viens faire. Allez, va faire ça. Et donc, j'ai dit, l'homme qu'il me faut, c'est un homme que j'admire parce que mon père était un grand érudit, mais un homme que je peux manipuler comme mon frère. Le jour où je rencontrerai en un seul homme quelqu'un que j'admire pour la tête, mais que je peux manipuler comme mon frère. Donc c'est ça qui fait que moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin. Je préfère rester dans ma spiritualité. On peut peut-être lancer une petite... voilà. Sinon, on peut lancer une petite annonce. Si un homme se reconnaît, peut-être que... On ne sait jamais. Tiens, une ça petite coûte à rien. Oui, c'est ça. Homme à admirer et à manipuler. Intelligent, brillant, mais un peu docile, quoi. Voilà, un peu doux. Non. Et doux. Voilà. D'où même c'est trop. Doux. Que je manipule comme je peux le dire. On arrive bientôt à la fin. Allez, juste une dernière question pour conclure. C'est Marine qui demande quels sont vos livres préférés. Qui vous lisez comme autre écrivaine africaine? Je lis tout. Léonora Miano. Ah oui. Je lis Fatou Diom. Je lis Véronique Tadjo. Je lis même des auteurs anglophones, Nigeria, Kenya, traduits en français, bien sûr. Et il y a une nouvelle génération de jeunes écrivaines du Mozambique, etc. Et comme moi, je suis férue de connaissances, d'apprendre, de savoir, de connaître, je lis tout. Donc,
Et là, même, je ne savais pas qu'Alain Mabanko avait sorti C'est son Rumeur. dernier livre, ça, oui. Je veux même l'acheter. Je ne sais pas si Marie-Odile me l'a emballé. Sinon, je viendrai chercher. C'est-à-dire que je lis tout. Mais autant je lis tout, autant je ne me réfère à personne. Je n'ai pas de référence littéraire. Parce que moi, je ne suis pas une littéraire. Je ne suis pas un écrivain. Je suis un témoin de moi-même. C'est-à-dire que de ce que j'ai vu, vécu, voyagé, senti, goûté, touché, entendu, parce que je suis... quand on dit une personne sensuelle, c'est pas que je fais la sensuelle, c'est-à-dire que tous mes sens sont en effervescence. Tout me touche, tout me... C'est sensible, sensuel et sensible. Mince. Voilà, donc et je fonctionne toujours avec cette sensibilité, de tous mes sens. Mais merci beaucoup, Ken Mogul. Ah, c'est moi qui vous remercie. Alors, il nous faut encore des heures et des heures et des heures et toute une vie. Je pense qu'on aurait pu, effectivement. Mais par contre, je vais quand même me permettre de dire que vous êtes au festival VOVF ce week-end à Gif-sur-Yvette, normalement. Et voilà. j'interviens dimanche de 12h à 13h. Dimanche de 12h à 13h au festival VOVF à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. Merci. Merci beaucoup encore, c'était un vrai plaisir. Oui, mais on a rien dit. Ah, non, on peut continuer sinon. Non, mais si Marie est d'accord. Marie, toi, il fallait. Non. Moi, je t'ai laissé. Terminado. Merci à tous, à toutes et à tous d'avoir participé. Chaque fois, je Et dis, on en fera une autre. On ne peut pas interviewer Ken Mogul en une heure. C'est compliqué. C'est vrai, mais c'est vrai que vous tirez plein de fils. Ben, vous sortez plein de fils qu'on a envie de tirer, quoi. Le problème, c'est que si on ne coupe pas la vidéo, elle va s'effacer. Ah non, Voilà. non, faut la garder. Merci à Maintenant, tous. tu vas recevoir tous les trucs qui vont Au dire... revoir. Je vous dis des merci beaucoup.